Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Michel Belvage. Je suis le président d'AmCham Québec. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle série, Comprendre l'Amérique et comment faire affaire avec les Américains. Aujourd'hui, cette première sera une discussion avec le directeur du Bureau du Québec à Washington, Jean-François Hould, ainsi qu'avec Frédéric Legendre, directeur des accords commerciaux au ministère de l'Économie et de l'Innovation. J'aimerais en premier lieu aussi remercier le MRI, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, pour cette collaboration à ces événements. Il me fait plaisir maintenant de vous introduire Éric Marquis, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et responsable des affaires américaines. Alors, merci, M. Belval, M. Perry, M. Hood, M. Legendre, chers amis et partenaires d'AmCham. Il me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour ce premier d'une série de 4 séminaires consacrés aux relations Québec-États-Unis et mettant en vedette les chefs de poste du du réseau de représentation du Québec aux États-Unis. Merci à notre partenaire AmCham d'organiser ces activités. Le Québec a 9 représentations aux États-Unis, ce qui nous permet de déployer une diplomatie économique et d'influence adaptée aux réalités de ce pays complexe et combien important pour nos entreprises. Le séminaire d'aujourd'hui tombe plutôt bien, alors que le président Trump et son adversaire démocrate, l'ex-vice-président Joe Biden, croiseront le fer ce soir à Case Western University à Cleveland, Ohio, lors du premier débat présidentiel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, experts, permettez-moi quelques observations. Le principal partenaire international du Québec. Les liens sont profonds, multiples et diversifiés. Ils sont dictés par la géographie, modulés par l'histoire. Et les États-Unis sont, et de loin, le principal client du Québec. Plus de 70% de nos exportations sont destinées au marché américain, ce qui représente en 2019 une valeur totale de 66,5 milliards. Ils sont également le principal investisseur étranger au Québec. Cette position prépondérante découle de notre proximité géographique, mais est aussi le fruit d'accords de libre-échange et de chaînes de valeur binationales, aérospatiale, transport terrestre, métallurgie, agroalimentaire, sciences de la vie, qui font de l'Amérique du Nord un des espaces économiques les plus innovants et compétitifs au monde. Évidemment, une telle intégration économique ne vient pas sans risque, surtout dans un contexte dominé par le protectionnisme. Qu'il s'agisse de renégociation de l'ANENA, de tarifs ou de Buy American, ces mesures protectionnistes ont un impact démesuré sur le Québec, car nous sommes, parmi les provinces canadiennes, ceux qui ont le plus fort excédent commercial avec les États-Unis. C'est pourquoi le Québec doit constamment chercher à diversifier ses marchés d'exportation, mais surtout à mettre en place une diplomatie d'influence en sol américain pour contrer ces mesures. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans le dossier de l'aluminium. Mais la priorité du partenariat américain n'est pas qu'économique. Dans les faits, pratiquement toutes les sphères d'activité du gouvernement du Québec se projettent dans les relations avec les États-Unis. Commerce, énergie, environnement, transport, agriculture, innovation, culture et j'en passe. C'est dire à quel point tout ce qui se passe aux États-Unis nous interpelle directement et quotidiennement. Pensons seulement à nos exportations d'hydroélectricité dans le nord-est américain, qui contribuent grandement à la prospérité et au bilan environnemental de nos partenaires. Ou encore, comment le Québec, avec l'Ontario et 8 États américains des Grands Lacs, est responsable de la gestion de 18 des réserves mondiales d'eau douce, nommément les Grands Lacs et le Saint-Laurent, un actif environnemental qui constitue également une artère économique vitale pour l'Amérique du Nord. Cette réalité explique en partie pourquoi les élections américaines suscitent tant d'intérêt au Québec. Dans ces élections, nous ne sommes pas des électeurs, ni des organisateurs ou des contributeurs, mais plutôt, comme le disait Raymond Aron, des spectateurs engagés. Engagés parce que la vie politique américaine interpelle directement nos intérêts économiques et politiques fondamentaux. Et ce, peu importe qui l'emporte le 3 novembre. Que nos intérêts transcendent des soubresauts politiques est une évidence. Ce qui ne veut pas dire que les élections n'ont pas d'impact sur ceux-ci. Comme on dit en anglais, « elections matter ». Par exemple, l'élection de 2016 et son dénouement ont transformé la dynamique politique américaine en matière d'enjeux commerciaux. La vieille dichotomie entre démocrates protectionnistes et républicains libre-échangistes, en perte de vitesse depuis plus d'une décennie, est clairement révolue. Dans la même veine, plusieurs politiques de l'administration Trump, en matière de commerce, d'énergie, d'environnement ou de fiscalité, par exemple,
ont eu un impact sur le Canada et sur la manière de mener notre diplomatie en sol américain. Il est évident que certaines de ces politiques se poursuivront à des degrés divers dans la prochaine administration et le prochain Congrès, et ce, peu importe qu'ils n'en font. Les prochaines élections américaines, comme celles qui les ont précédées, sont donc très importantes pour le Québec, car elles vont fasciner l'environnement dans lequel nous devrons conduire nos relations. C'est pourquoi il est très important, comme gouvernement, pour comprendre les dynamiques en jeu lors de la présente campagne et bien y répondre, de l'analyser non pas à travers nos opinions personnelles, non pas à travers le prisme de la couverture médiatique ou des experts, mais bien à l'aune de nos intérêts et de notre compréhension étoffée du terrain. Comme chacun d'entre vous, je suis cette campagne avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. Ces questionnements nous réunissent ce matin et vont bien au-delà de qui va gagner, Trump ou Biden, ou les démocrates vont-ils remporter le Sénat. Comme genre d'affaires profondément investi dans les liens Québec-États-Unis, on se demande plutôt comment ces élections vont-elles affecter les intérêts du Québec et ses relations avec les États-Unis? Ou encore, comment le Québec pourra-t-il promouvoir et défendre ses intérêts avec la prochaine administration et le prochain Congrès? Question d'y voir plus clair, nous avons avec nous deux experts, soit M. Jean-François Houd et Frédéric Legendre. M. Houd, qui couvrira peut-être la partie plus politique, est depuis quelques mois le directeur du Bureau du Québec à Washington. Dès son arrivée à Washington, il fut impliqué, associé étroitement à notre campagne de diplomatie d'influence sur l'aluminium et y a joué un rôle important. Quant à M. Legendre, qui couvrira la partie commerciale, est depuis plusieurs années un acteur clé de l'équipe de négociation dans plusieurs accords commerciaux. Vous comprendrez donc que tous ces enjeux politiques et commerciaux fort complexes n'ont pas de secret pour eux. Alors, n'hésitez pas à leur poser des questions. En terminant, je remercie encore l'AmCham d'organiser ces séminaires, ces webinaires, et vous souhaite un bon webinaire et surtout de continuer à suivre cette campagne électorale qui ne manquera pas d'être fertile en rebondissements. Je vous remercie. Et bonjour. Mon nom est Tom Curry. Je suis avec la Chambre de commerce américaine, aussi sur le conseil. J'étais fondateur de la Chambre de commerce. Je suis américain. Ça fait longtemps que je suis ici au Québec. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui me connaissent. Mais en tout cas, c'est que ça fait plaisir d'être l'animateur pour les discussions d'aujourd'hui. Je vais poser des questions, initier les discussions avec Jean-François et Frédéric. Et n'hésitez n'hésitez-vous pas à poser des questions sur le chat box de Livestorm. Il y aura l'occasion pour répondre à vos questions lors des discussions à des moments où est-ce que c'est propice. Peut-être à la fin, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire mon possible de les poser aux participants. Donc, la première question que c'est pas seulement, pas juste une question de questions et réponses. Je vais susciter la discussion. Donc, bonjour Jean-François, bonjour Frédéric, ça fait plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, là. Je vais commencer avec une question pour Jean-François. C'est que vous l'avez mentionné en préparation de cette session, et il y a des enjeux à Washington qui affectent minimum 50% de nos exportations envers les États-Unis. Quels sont ces enjeux? Quels sont les enjeux de Washington en ce moment-là qui sont les plus importants pour le Québec à l'avenir? Merci Thomas pour l'occasion. Monsieur Marquis l'a mentionné au début de l'entretien, 70% de nos exportations sont dédiées aux États-Unis. Le bureau ici à Washington ne fait pas d'accompagnement d'entreprise directement, mais on est quand même responsable de faire tout ce qu'on peut à l'échelle sous-nationale pour créer un environnement d'affaires qui est favorable aux intérêts du Québec. Depuis le début de l'administration, on a vécu, je dirais, la dernière administration, on a vécu plusieurs années en une. On a vécu 2 conflits sur l'aluminium.
une saga tarifaire, une réforme fiscale qui a un impact définitivement sur la compétitivité des États-Unis. La dernière année, c'est plusieurs années en une, je dirais, de l'impeachment au mois de janvier à une autre saga sur l'aluminium, à la campagne présidentielle qui prend de la vitesse présentement. Le bureau ici a recensé, je dirais, dans le courant de la dernière année, pas loin de 40 mesures protectionnistes là, au total, ce qui est quand même assez important dans un contexte où on a un accord commercial dont l'encre est à peine sèche. Là. Donc, 40 mesures. Bien sûr, l'aluminium a pris le haut du pavé, mais même à l'intérieur des mesures pour favoriser la relance du côté de la frontière ou pour donner un peu d'air aux Américains avec les mesures COVID, beaucoup de mesures protectionnistes qui peuvent avoir ou des clauses qui peuvent avoir des incidences sur nos relations commerciales. Donc, je dirais la COVID, de façon générale, avec toutes les mesures qui peuvent l'entourer, est un secteur qu'on surveille de très près. Il y a une enquête 232 sur cet enjeu-là. Il y a une enquête 232 toujours en cours présentement sur les transformateurs. On travaille de très près avec les gens de la IEQ sur cette question-là. Et puis, il y a d'autres enquêtes qui sortent de façon générale. On est dans une période électorale, comme vous dites. Il y a une enquête qui vient d'être lancée sur les petits fruits, entre autres pour les producteurs plus de la Floride, mais qui vise les bleuets, les fraises. Donc, il y a un climat politique de façon générale qui conditionne des mesures protectionnistes ou un appel à des mesures protectionnistes. Les élections, je pense qu'on va en reparler, Tom, des courses sénatoriales qu'on surveille de notre côté, mais ce qui se passe à la course sénatoriale au Kentucky, comme la course sénatoriale qui se passe en Caroline du Sud, n'est pas étrangère non plus à la façon dont la politique intervient dans les dossiers commerciaux du Québec présentement, de ce côté-ci de la frontière. Mais comment la situation politique de cette élection, comment ça affecte le Québec? Comment vous voyez ça? Ben, je vois effectivement que c'est. On dit souvent, when the US sneezes, Canada gets a cold. En temps de COVID, c'est peut-être plus une phrase qu'on devrait dire présentement, mais la relation commerciale est quand même très résiliente. Je dirais, comme on a vu, oui, il y a eu des baisses d'exportation, mais il y a un retour qui se fait vers une certaine normalité présentement. Mais ça a un impact présentement. La prochaine campagne a un impact sur la réponse sanitaire des États-Unis à la crise actuelle, qui a un impact économique qui est définitivement très important. Donc, qui sera le prochain président, comment sera composé le prochain Sénat? C'est quelque chose qu'on surveille de façon très importante. C'est une élection particulièrement importante dans la mesure où 70% de nos exportations s'en vont du côté américain. Donc, il faut s'assurer de notre côté, comme bureau, entre autres, qu'on fait tout ce qu'on peut, qu'on développe notre réseau, que nos antennes sont bien sorties pour pouvoir saisir qui sont les alliés du Québec, où se retrouveront les alliés du Québec aussi après l'élection qui s'en vient. Et puis, donc, c'est ce qui fait en sorte que cette élection est si importante, dans la mesure où vous dites que 50% de nos exportations, on regarde, il y a eu l'aluminium, il y a le bois d'œuvre, bien sûr, on a eu un conflit commercial aussi au niveau aéronautique. Ce seront les principaux champs d'exportation du Québec vers les États-Unis. Donc, le climat, administration Trump on serait encore dans un environnement qu'on a appris à connaître, je dirais, à naviguer, où on s'est fait des alliés à différents niveaux. L'administration de Biden aussi, c'est une élection peut-être un peu plus prévisible, mais d'une manière ou de l'autre, cette élection-là est particulièrement importante pour le Québec, parce qu'on a vu dans les dernières années, la politique intervient beaucoup dans la relation commerciale. OK. C'est que je vais venir, éventuellement, là, il n'y a pas longtemps, là, pour Frédéric, je vais lui poser des questions à propos de l'accord commercial du Canada avec les États-Unis, mais pour le moment, c'est lui l'expert. C'est juste avant ça, là, au niveau politique. Des gens sont tellement préoccupés avec la situation politique aux États-Unis. Si Donald Trump ou Joe Biden gagnent l'élection, Jean-François, avant qu'on arrive avec les discussions des accords commerciaux, les affaires économiques, à quoi, d'après vous, pouvons-nous nous attendre si Trump est réélu? Oh. Comment vous voyez ça? Mais en fait,
on a appris à toujours être surpris avec le président. Je vous dirais que c'est ce qui est particulier. Il y a beaucoup de gens qui entrevoient beaucoup de tensions, de manifestations, même un certain chaos social si le président était réélu. Il y a déjà des appels au calme qui se sont faits, entre autres par le sénateur, par plusieurs sénateurs, par plusieurs élus, au cas où il y aurait une défaite présidentielle. Je crois que l'important de voir, c'est que d'une manière ou d'une autre, peu importe l'état de la situation, le 3, 4, 5 novembre, ou peut-être même dans les semaines qui vont suivre, la relation commerciale est résiliente. Il y a une tension ici, c'est certain, politique. J'habite à Washington, je vous dirais, la tension est particulièrement palpable. C'est une ville qui transpire la politique, même quand, pas nécessairement parce qu'il fait chaud ici l'été, et l'automne, mais c'est une ville qui transpire la politique. Il y a vraiment beaucoup de tensions présentement sociales, présentement des tensions économiques aussi. Présentement, il y a 8 de chômage. Présentement ici, la COVID n'a pas frappé les gens de toute la même façon. Les white collars s'en sortent beaucoup mieux que les gens dans l'industrie du service. Je pense qu'on le voit un peu de façon générale un peu partout. Donc, les inégalités sont très palpables. Il y a une tension sociale, raciale qui effectivement qui a été manifestée dans un climat qui est très polarisé. Beaucoup de gens ont déjà fait leur décision. On a un débat ce soir. Je ne sais pas à quel point ça pourra faire bouger l'aiguille, mais il y a définitivement une tension et une polarisation dans une situation où les appuis du président, même avec tout ce qui s'est passé, n'ont pratiquement pas bougé durant le courant de la dernière année. Là. Frédéric, là, du point de vue, là, comment vous, au ministère de l'Économie et de l'Innovation, voyez la réélection de Donald Trump? Qu'est-ce que ça va faire au niveau là, du protectionnisme? Tout ça, là? Comment, là, c'est que vous prévoyez quoi là, de possibilités, des choses qui pourraient que lui pourra venir pour vraiment, supposément, make America great again, keep America great. C'est souvent, c'est pour pénaliser les partenaires commerciaux. Comment vous voyez ça au ministère? Ben, si quiconque peut prévoir ce qui va se produire, il y a toute mon admiration. C'est une chose que les dernières années nous ont appris, c'est plutôt de composer avec ce qui est imprévisible. Je pense qu'on peut s'attendre à une certaine continuité de ce qui a été fait au cours des dernières années. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un changement majeur au niveau de la politique commerciale qui a été adoptée. On a quand même vu beaucoup de changements majeurs. Je lisais hier, certains disent que c'est le plus important changement de politique commerciale sous un président qu'il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis on peut y aller, puis là, Tom, si vous me laissez aller là-dessus, je risque de parler longtemps des questions de politique commerciale, puis est-ce que ça amène comme changement, puis ce qu'il risque d'y avoir, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours des dernières années au niveau de la politique commerciale américaine, dès l'élection de Trump, et puis on peut penser, je peux même prendre quelques temps là-dessus. On a vu dès son élection, en fait, un retrait du partenariat transpacifique, ce qui était quand même spectaculaire, alors que les Américains avaient négocié cet accord-là. C'était pour encadrer la Chine dans le Pacifique, imposer des nouvelles obligations. Ça, je pense que c'est un changement majeur. Puis on peut s'attendre à cette politique-là de ramener le manufacturier aux États-Unis continue. Je pense que l'utilisation des tarifs qui a été faite comme outil de négociation par l'administration américaine, ça, c'était quand même un changement important que je ne vois pas changer non plus. Des accords peut-être plus à courte portée, qu'on négocie rapidement, ce genre de choses-là. Je pense que c'est ça à quoi on peut s'attendre. Puis malheureusement, l'utilisation aussi de recours pour imposer des droits compensateurs, droits anti-dumping, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arrêter non plus. Donc, il va falloir composer avec ça aussi encore pour les prochaines années. Puis, je dis ça, je ne veux pas dire non plus qu'un changement d'administration arrêterait tous ces éléments-là, mais je pense que c'est ça qui nous attend. Ouais. Je vais poser des questions à Jean-François aussi. Frédéric, n'hésitez pas de donner vos opinions
là. Mais le Parti démocrate est connu depuis pas longtemps comme beaucoup plus protectionniste que le Parti républicain. Donald Trump le républicain, c'est devenu son parti, et puis ça a viré. Ouais. Et donc, mais si Joe Biden est élu président avec le Sénat peut-être démocrate, contrôlé par les démocrates, là, c'est que selon vos contacts à Washington, là, comment vous voyez les relations commerciales avec le Canada, avec tout ça? Est-ce que ce sera beaucoup plus commerce libre? Est-ce qu'il y aura l'incidence de protectionnisme pour satisfaire là, les gens au niveau dans les États comme Ohio, Pennsylvanie, tout ça? Là. Comment vous voyez ça, une victoire de Joe Biden, Jean-François? Oui, est-ce qu'il y a des changements significatifs? Bien, il y a un changement significatif annoncé déjà au niveau, je pense, de la compétitivité. Biden a déjà annoncé son intention de revoir certaines mesures de la réforme fiscale du président Trump. Donc, au niveau de la compétitivité, je pense qu'il y a quelque chose qui sera définitivement à surveiller s'il veut aller jouer sur ce terrain-là. Sur le protectionnisme ou sur la tradition républicaine, démocrate, je dirais, Tom, les dernières années ont montré que l'arc politique s'est tendu d'une certaine façon où le protectionnisme se retrouve autant à gauche qu'à droite aux États-Unis. Le travail qu'on a à faire de notre côté, c'est de s'assurer qu'on a des amis pro-libre-échange dans les deux camps. Et c'est là que le travail a été à faire. Puis il y a de l'opportunité dans tout, je dirais. La saga qu'on a vécue, le conflit qu'on a vécu sur l'aluminium a fait en sorte qu'on a pu trouver une série d'alliés sous-nationaux, puis dans le même national, à différents niveaux qui peuvent être pratiques pour nous, pour faire avancer nos intérêts, défendre nos intérêts prochainement, autant du côté républicain que du côté démocrate. Effectivement, les démocrates ont une tendance à être un peu plus protectionnistes, mais ceci dit, je pense qu'on aurait peut-être un climat un peu plus prévisible au niveau de l'environnement d'affaires. C'est certain, peut-être moins recours. On aurait peu de chance, je pense, moins de chances d'avoir recours à des mesures 2-3-2. En même temps, on joue un peu aux prédictions. Je ne sais pas si Frédéric sera d'accord avec moi, mais on aurait peut-être moins de chance avec Biden qui déjà dit qu'il ne veut pas faire de rétaliation contre les alliés, d'avoir des mesures ou des enquêtes de type 2-3-2. Mais ceci dit, il y a une pléthore d'autres outils qui existent à la disposition du président du département du commerce pour imposer des tarifs de toutes sortes ou pour s'engager dans un conflit commercial. Je ne pense pas que l'ère Obama même a été si gage de succès au niveau des mesures protectionnistes ou commerciales. La vérité, c'est qu'on n'est pas dans un système de libre-échange, on est dans un système politique d'échanges commerciaux qui sont gérés malheureusement de plus en plus par des mesures politiques. Et les outils protectionnistes ont été autant découverts par les démocrates que par les républicains. La seule différence, je dirais, ou la grosse différence, je ne pense pas qu'on se retrouverait dans une série où on aurait des 232, des enquêtes 232 qui apparaîtraient aux 2 semaines. Et puis, je ne pense pas qu'on se retrouverait non plus dans une série où on aurait à justifier, où on serait dans la rhétorique politique du Québec ou du Canada comme étant un pays qui pose un risque à la sécurité nationale. Je ne sais pas si Frédéric est d'accord avec moi sur cette lecture-là, d'un point de vue plus commercial, mais du point de vue politique, en tout cas, je pense que c'est la grosse différence. Bien, moi, je partage en gros la lecture de Jean-François. Peut-être d'ailleurs sur quelques points. Je pense que le traitement des alliés, je pense que l'équipe de Biden l'a mentionné à quelques reprises, notamment sur les tarifs. On ne retirerait pas nécessairement les tarifs, mais on donnerait un meilleur traitement à nos alliés. Mais on peut espérer que le Canada sera un allié, considéré comme un allié, sinon je ne sais pas qui le sera. Peut-être à l'OMC, ça nous touche peut-être moins directement, mais à l'Organisation mondiale du commerce, je pense que là, les Américains expriment des propos assez durs sur l'organisation, menacés de s'en retirer, bloquent l'organe de règlement des différends, l'organe d'appel, en refusant de nommer des juges. Ça, je pense qu'on peut peut-être espérer, même si sur le fond, les griefs sont probablement les mêmes à l'égard de cette organisation-là, je pense que dans la forme, on peut espérer voir les Américains travailler peut-être plus avec certains pays alliés pour faire des changements là-bas.
Sur la question puis Jean-François en parlait, le managed trade, c'est très, c'est très spectaculaire en matière de libre-échange parce que ce sont des concepts qui sont interdits depuis les années 40, depuis le premier GATT, les restrictions à l'importation, des choses comme ça. Alors que c'est ce que l'administration actuelle a beaucoup poussé. Menacer les alliés de tarifs. Si ça fonctionne ensuite, quand ils plient un peu les genoux, dire bon, ben, on va vous enlever les tarifs, mais vous devrez limiter vos exportations aux États-Unis à tel volume pour les prochaines années. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va continuer. Les préoccupations protectionnistes de ces secteurs-là vont demeurer, mais peut-être les outils vont changer. Puis une chose qui, je pense, malheureusement, ne changera pas, peu importe qui va être élu, c'est toute la notion du protectionnisme exprimé en matière de marché public. Toutes les restrictions aux États-Unis pour les contrats publics, je pense par exemple aux exigences Buy America, où 70%, il doit y avoir 70% de contenu canadien, américain, pardon, méchant lapsus, américain, puis l'assemblage final aux États-Unis pour les véhicules de transport en commun qui sont achetés, les autobus par exemple. Ça, on a vu que sur les démocrates, ce pourcentage-là est passé de 60 à 70%, et puis présentement, même s'il y a divers projets de loi et qui n'ont pas l'appui bipartisan, les deux partis, malheureusement, semblent aller vers soit des resserrements des méthodes de calcul ou autres qui vont faire en sorte que ça va être encore plus difficile pour nous. Malheureusement, j'ai l'impression là, de percer les marchés publics américains, d'y trouver notre place. Ou en tout cas, il y aura clairement une volonté, peu importe qui sera élu, de continuer en ce sens-là. Et d'après vous, là, d'après toi, Frédéric, l'impact d'une victoire de Biden sur les exportations d'hydroélectricité du Québec aux États-Unis, c'est un enjeu majeur pour le Québec. Oui, ça c'en est peut-être une plus pour Jean-François, par exemple. Je ne veux pas lui renvoyer la POC, mais parce que ça va, je pense, dépendre aussi grandement de qui va être élu dans les différentes courses dans les États que ça touche particulièrement. Puis ça, c'est plus nos collègues à Washington qui suivent ça que nous de Québec. D'ailleurs, Jean-François, là, au niveau de l'élection au Sénat, oui. Là, c'est que est-ce qu'il y en a des courses au Sénat qui vous préoccupent plus que d'autres, du point de vue pour les intérêts du Québec? Comme je veux dire, effectivement, puis la question de l'énergie est peut-être une bonne question. Je crois que les deux projets qu'on a devant nous, par contre, autant la ligne en Nouvelle-Angleterre que la Houghton-Champlain, sont quand même bien engagés dans la situation actuelle. C'est deux projets qui sont pilotés au niveau de nos bureaux à Boston et à New York avec brio. D'ailleurs, on a été dans une audience publique par rapport à la ligne en Nouvelle-Angleterre. Ça a très bien été, ça s'est très bien déroulé. Donc, il y a des alliés sur le dossier de l'énergie, entre autres. Tu parlais des courses au Sénat, mais aussi au niveau des gouverneurs. New Hampshire est un allié. C'est une course qui a lieu présentement. Du côté des courses sénatoriales, une sur l'énergie qui était surveillée, c'est Susan Collins au Maine. Collins a été une alliée du Québec républicain. Elle est en danger présentement. C'était une alliée du Québec, c'est certain, sur la question énergie, sur la question environnementale aussi, une républicaine qui a été une alliée avec nous sur certains dossiers environnementaux. Mais tu sais, c'est qu'il y a les démocrates, Biden parle de combiner la relance économique avec la protection de l'environnement. Oui. Tu sais, c'est que est-ce que c'est la même chose est véhiculée par les différents sénateurs dans les États clés, tu sais, tout ça, là, est-ce que ça dépend où on est. Ça dépend. Pas le danger pour le Québec, tu sais, qu'on a des affaires qui arrivent qui sont contre nos intérêts. Oui, je pense que le dossier est important pour la question de l'Union. Je pense pas qu'il y a personne qui, dans les courses, en base, comme je disais, Susan Collins, c'est définitivement une course à surveiller pour la question énergie. Si Biden est là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau commercial de façon générale, au niveau énergie propre, technologie verte. Il y a des missions positionner le Québec comme source d'énergie propre aussi.
toute la filière énergétique puis de l'industrie reliée à l'énergie, il y a définitivement beaucoup d'opportunités d'un point de vue plus commercial si j'exclus le volet politique. Mais il y a deux courses que je surveille particulièrement, pas parce qu'ils sont nécessairement en danger, mais parce qu'elles ont eu un impact. Ce sont des sénateurs qui ont eu un impact dans les conflits commerciaux qu'on a eus dernièrement. Il y a bien sûr Mitch McConnell au Kentucky. Le conflit sur l'aluminium n'est pas étranger à la présence de Century au Kentucky. Et la double saga n'est pas étrangère à Mitch McConnell et à la question Century McConnell. L'autre que je surveille, c'est, je vous parlais des mesures protectionnistes par rapport aux enquêtes 232 pour les équipements de protection personnelle, les équipements médicaux. Le Caroline du Sud est un gros producteur et Lindsey Graham n'est pas aussi étranger à ces mesures-là. Donc, deux sénateurs qui ont poussé, je dirais, ou qui ne sont pas déçus, je dirais, de la performance du président sur les enquêtes 232. Mais il y a des sièges, bien sûr, qui sont assurés. L'Iowa, présentement, c'est un siège que moi, personnellement, je surveille après avoir été au Midwest comme délégué du Québec. Je surveille toujours les sièges du Midwest. L'Iowa est définitivement un siège que je surveille parce que les enjeux agricoles, même si présentement, il n'y a rien qui semble faire surface, c'est toujours quelque chose qui est latent pour les intérêts du Québec. Alors, l'Iowa, c'est toujours un coin de pays que je surveille personnellement pour nos intérêts. De même que le Wisconsin, de façon générale, qui n'est pas étranger au conflit qu'on a eu sur l'enjeu du lait à l'époque de Port-Ryan. Donc, qui est un État baromètre. Donc, cette dynamique-là de terrain conditionne beaucoup ou peut conditionner les dossiers commerciaux qui sont importants pour nous. On parlait de l'énergie, mais aussi l'enjeu de l'agriculture. OK, donc, tu sais, c'est que pour les gens là, qui écoutent aujourd'hui, il y a certains qui sont plus familiers avec le travail du Québec aux États-Unis sur le territoire avec nos 9 bureaux là-bas. Mais comment le réseau des représentations du Québec aux États-Unis se prépare aux suites du résultat électoral? Comment vous travaillez là, pour prévoir qu'est-ce qui peut passer localement, parce qu'il y a des enjeux locaux là, au niveau de Congress, là, le Sénat, tout ça. Là, de parler un peu de travail là, du bureau sur le territoire. De ce côté-là, Jean-François. Ton expérience à Chicago puis à Washington. Oui, avec plaisir. Surtout cette année, là, il y a à peu près 10% des districts qui sont compétitifs de façon générale. Les démocrates doivent défendre 30 districts pour remporter Patram en 2016 pour gagner. Le Sénat aussi, on parlait de la dynamique comme tel terrain. Ce qu'on fait pour se préparer, je vous parlais des opportunités dans tout. Je dirais qu'on est très bien préparé présentement, justement à cause des conflits commerciaux et de la dynamique commerciale. On a rencontré énormément de personnes. Il y a plus, sur le dossier de l'aluminium seulement, il y a eu près de 185 cibles qui ont été jointes dans un effort concerté avec le fédéral, avec les ambassades. Plus de 500 contacts qui ont été faits au milieu politique, commerciaux. Donc, nos antennes sont bien sorties. On a un bon réseau. On a un bon Rolodex, si je peux dire, de contacts tant politiques et d'affaires qui nous permettent d'avoir le pouls tant à gauche qu'à droite, tant du côté républicain que démocrate. Donc, il y a le monitoring qu'on a fait aussi des mesures protectionnistes, le suivi qu'on va devoir faire dans le temps. Et puis, il y a d'autres initiatives, parce que c'est plus difficile de s'engager présentement avec des élus dans un contexte électoral, mais il y a d'autres initiatives. Plusieurs d'entre vous ont vu l'initiative du rebond avec la Canadian American Business Council. C'est pas loin de 654 000 chambres de commerce, 25 000 associations d'industrie qui rejoignent pas loin de 9 millions de travailleurs. Donc, au niveau de la diplomatie d'influence, on a créé un réseau, on s'est donné des outils qui nous permettent justement de continuer à faire passer nos messages. Puis, pendant les prochains mois, les prochaines semaines, en fait, les Américains vont pouvoir parler de nos enjeux aux Américains avec le travail qui a été fait dans les dernières semaines. C'est la stratégie. Puis ensuite, on va faire le monitoring, comme je vous dis. On fait présentement le mapping
de la cartographie de qui on connaît, qui est dans les cercles d'influence, autant du côté de l'administration Trump présentement, qui est potentiellement dans la liste des influenceurs de la campagne de Biden, pour s'assurer que peu importe le résultat, mais on aura des gens, on aura des amis avec qui travailler, en fait, des collaborateurs, des gens qui connaissent déjà le Québec, qui connaissent déjà les enjeux. Si c'est une administration Biden, il y a certainement des mesures protectionnistes ou des enquêtes sur lesquelles on va vouloir qu'il y ait des interventions. S'il y a l'administration Trump qui est là, ben, il va falloir continuer à développer le narratif qu'on fait partie de cette forteresse économique nord-américaine, l'Amérique du Nord. Donc, on n'est pas juste dans une logique de Buy America, mais continuer à essayer de pousser la logique de Buy North American. On fait partie de ces alliés-là, de ces partenaires qui sont fiables et qui sont sécuritaires. Nous avons un nouvel accord, Oui. c'est le remplacement de l'ALENA, appelle les accords commerciaux des États-Unis, Canada, Mexique. Frédéric, c'est quoi les principaux changements de cet accord-là par rapport à l'ALENA? À quoi on peut s'attendre pour les prochains mois en lien avec sa mise en œuvre de le nouvel accord? Oui, il y a plusieurs choses. Un, pour les entreprises, beaucoup de changements au niveau des... donc, en fait, c'est peut-être quelque chose de particulier par rapport aux accords qu'on a eu les dernières années, c'est-à-dire qu'on a conclu un accord cette fois majeur, mais avec un partenaire avec lequel on avait déjà un accord. Donc, les changements sont plutôt par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Pour les entreprises exportatrices, certains changements au niveau des règles d'origine. Notamment, on en a beaucoup parlé là, pendant toute la négociation, les règles d'origine dans le secteur automobile, où le contenu nord-américain était haussé de 62,5 à 75 mais d'autres secteurs aussi dont on a moins parlé, où les règles d'origine changent. Puis les règles d'origine, je déteste toujours parler de ce sujet-là. Les entreprises qui exportent connaissent ça, n'ont pas besoin qu'on l'explique. Puis celles les monsieur, madame, tout le monde, eux, ça a l'air très technique, mais ce sont les règles, en fait, qui permettent à un produit de se qualifier pour les réductions tarifaires qui sont prévues dans un accord. Je ne sais pas si c'est un produit marin qui soit pêché dans la zone de l'ALENA, par exemple, pour pouvoir bénéficier des tarifs, pas que ce soit un produit marin chinois qui soit réexporté, par exemple. Donc, d'autres secteurs où il y a eu des changements des règles d'origine, le textile et vêtements, des produits à forte teneur en acier, secteur de la fibre optique. On a accompagné beaucoup d'entreprises aussi pour essayer de leur expliquer ces changements-là. Il y a eu le rehaussement du seuil de minimis depuis le 1er juillet. Si on se fait livrer un bien des États-Unis par service de messagerie, les taxes le seuil de taxation est passé de 20 à 40 $. Donc maintenant, pour un bien de moins de 40 $, il n'est plus taxé. Il n'y a pas de droit de douane jusqu'à maintenant 150 $. Donc ça, c'est un des changements. Je ne pourrais pas ne pas parler des changements qu'il y a eu pour le secteur de la gestion de l'offre. C'est quand même un accès considérable que le gouvernement fédéral a concédé dans le cadre de cette négociation-là pour les produits sous gestion de l'offre. Là. Donc, œufs, produits laitiers, puis volailles, poulet, dindons, des contingents qui vont se mettre en place sur peut-être les 18 prochaines années, en tout cas jusqu'à 18 ans. Je ne pense pas que c'est exagéré l'impact que ça aura sur nos producteurs. Et puis, un autre changement aussi qui peut être intéressant, puis souvent, on le voit moins d'une perspective commerciale, c'est les nouvelles dispositions en matière de travail, de mécanismes de règlement rapide, le groupe bilatéral qui a été mis en place entre le Canada et puis le Mexique, puis entre les États-Unis et puis le Mexique. J'ai hâte de voir comment ça va jouer au point de vue commercial parce que dorénavant, puis je pense que il y a des syndicats aux États-Unis qui ont dit qu'ils l'utiliseraient rapidement pour contester les conditions dans certaines usines où le droit de négociation au Mexique ne serait pas respecté. À partir du moment où il y aura des plaintes, puis qu'il pourrait y avoir des sanctions qui seraient retenues sur les exportations provenant de ces usines-là, je pense que d'un point de vue commercial, ça pourra changer la donne sur le long terme. Donc, ce sont les principaux changements. Puis dans ce qu'il y aura à surveiller au cours des prochains mois, puis c'est lié à ça. Est-ce qu'on va l'utiliser, ce mécanisme-là, en matière de travail? Comment ça va se passer? De quelle façon les entreprises s'adaptent au nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique? Nous, je vous dirais, on a eu une seule entreprise qui a eu un problème à la frontière suite au changement d'accord. Donc, sur le lot d'exportation qu'on a quotidiennement, je pense que c'est quand même très bon, surtout dans les circonstances particulières dans lesquelles le nouvel accord est entré en vigueur. En pleine pandémie, c'était pas évident.
Un autre point, peut-être dernier, que je mentionnerais à surveiller dans les prochains mois, au niveau de nos engagements en secteur de gestion de l'offre dans les 6 prochains mois, on doit, 6 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, on doit éliminer la classe 7, je n'entre pas dans les détails techniques, mais c'est une façon dont certaines catégories de produits laitiers sont payés aux producteurs. On a déjà entendu aux États-Unis au cours des dernières semaines certains membres du Congrès se plaindre de la façon dont le Canada gère les contingents tarifaires. Il semblait laisser entendre qu'il pourrait, en tout cas, demander en fait à ce qu'il y ait des recours qui soient entamés rapidement. Pour moi, c'est un peu l'insulte à l'injure, dans le sens où, comme je disais, on a fait des concessions importantes, alors que le Canada s'est mis ça de bonne foi en œuvre à partir du 1er juillet, puis que les engagements, on a encore quelques mois pour les mettre en œuvre sous certains aspects. Déjà parlé de ça, puis on comprend qu'on est en contexte préélectoral, mais c'est fort de déjà soulever ces questions-là. Mais je comprends que les membres du Congrès ont des élections qui s'en viennent aussi. OK, mais par rapport à tout ça, là, de quelle façon est-ce que le gouvernement du Québec aide ou prépare les entreprises québécoises pour exporter sur le territoire américain là, par rapport à cette nouvel accord maintenant, là, avec les changements de règles d'origine, avec au niveau de propriété intellectuelle, tout ça, là, c'est quoi les initiatives, les programmes du ministère de l'Économie? Il y en a, Investissement Québec a fait beaucoup de choses ce temps-ci là, pour stimuler l'exportation. Parlez un peu de ça, Frédéric, et puis aussi Jean-François, si tu as des points de vue là-dessus. Là. Comment on aide les entreprises québécoises? Comment le gouvernement aide tout ça? Là? Oui, d'abord, on a fait une grande campagne de communication là, autour de l'entrée en vigueur de l'accord. Là, je dirais juin-juillet, pardon, pour sensibiliser les entreprises, parce que comme je le disais, il faut se remettre dans le contexte. On est en zone rouge depuis hier à Québec et Montréal. Je pense qu'on est tout à fait dans le contexte, là, mais les entreprises, c'est plate à dire, mais avaient d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Comment on fait pour assurer la liquidité de l'entreprise, pas mettre la clé sur la porte pour plusieurs d'entre elles? De s'adapter en même temps au changement de l'accord, c'était vraiment un défi important. Donc, on a mis plus d'efforts qu'on l'aurait fait d'habitude sur les communications, rejoindre ces entreprises-là. On a fait des webinaires pour les groupes spécialisés qu'on pensait qui seraient particulièrement touchés. On a contacté des entreprises individuelles où on disait, vous, vraiment, si vous y intéressez pas, vous devriez vous y intéresser. Plusieurs entreprises nous ont contactés. On a fait de l'accompagnement individuel, vraiment, puis on le fait encore. S'il y a des gens qui souhaitent le faire, des entreprises qui se demandent quels sont les changements pour eux. MEI, ACM, puis dans le bandeau, l'accord commerciaux, on peut nous joindre facilement. Si vous cherchez sur Google MEI, ACM, vous allez nous trouver. Donc, pour vraiment l'entreprise qui dit, le nouvel accord, moi je suis dans tel secteur, voici ce que j'exporte, voici d'où viennent mes intrants, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. On a vraiment accompagné beaucoup d'entreprises dans ce genre de démarche-là. Et puis, évidemment, il y a tout le volet accompagnement direct, service de première ligne qui est assuré par Investissement Québec International, l'équipe à Marie-Ève Jean, qui, pour une entreprise qui veut exporter, c'est la porte d'entrée unique maintenant, depuis qu'on a réorganisé les services, qui ont plusieurs programmes en place, spécialistes, peuvent aider les entreprises. Puis évidemment, le réseau du MRIF, les délégués, puis ça, je pense que Jean-François est mieux placé que moi pour en parler, mais qui offre aussi des services essentiels à ces entreprises-là qui veulent percer le marché américain. Jean-François, un peu, là, commenter un peu là-dessus sur les choses que les bureaux aux États-Unis, les 9 bureaux, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment là, pour aider les entreprises à faire des contacts, à poursuivre leurs intérêts, à faire du BD, comme on dit, Business Development, tout ça. Là. Exactement. Effectivement, je crois que Frédéric a touché depuis le début de l'année. On a eu quand même une opportunité où il y a eu un ménage qui a été fait dans les rôles et responsabilités au gouvernement de qui fait quoi. Donc, la porte d'entrée unique, c'est déjà une première très bonne réponse à cette question-là. Il y a des ressources supplémentaires aussi pour l'accompagnement d'entreprises à l'intérieur du réseau des représentations du Québec.
On a usé de créativité. Oui, il y a des webinaires qui se sont multipliés, mais pour commencer à développer des initiatives de rencontres B2B en ligne, il y a eu des missions virtuelles qui ont commencé à s'organiser. Je sais qu'il y en a eu en Californie, il y en a eu dans le Midwest. Du positionnement d'entreprise. Il y en a eu même, on parlait de la question de l'environnement tantôt, on vient de sortir de Climate Week aussi à New York. Donc, il y a des accompagnements qui se font. Le volet business est jamais très loin du côté environnemental. Ça fait partie du virage, je dirais, de façon générale, qu'on a entrepris là, dans la plupart des représentations, de toujours s'assurer qu'il y avait un angle commercial ou un angle de développement des affaires dans ce que l'on fait. La pandémie a peut-être ralenti, effectivement, comme disait Frédéric, le besoin ou l'accompagnement direct dans l'immédiat parce que les entreprises avaient d'autres préoccupations, mais le réseau, les attachés commerciaux ont continué à travailler de façon importante puis se sont réorganisés dans la dernière année, entre autres de manière sectorielle, pour essayer d'identifier, pour contribuer à la relance, quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs, quelles sont les opportunités d'affaires dans la situation actuelle. Donc, on a une lecture dans chacune des représentations, une lecture, je dirais, très fine des opportunités, de l'adéquation, en plus du travail qui a été fait à Investissement Québec International au niveau de la cartographie des entreprises qui, dans la situation actuelle, sont prêtes à l'exportation. Donc, présentement, ce qui se fait, c'est l'adéquation entre la lecture qui a été faite d'Investissement Québec, la lecture terrain qui est faite dans le réseau. Et puis, en plus de ça, à l'intérieur du ministère des Relations internationales, il y a une équipe qui a été mise sur place pour travailler les opportunités d'affaires en amont, les opportunités d'affaires qui ne sont pas nécessairement prêtes à l'exportation, qui demandent plus de travail, d'accompagnement et de maturité sur la scène internationale. Donc, ça, c'est en train de se faire en plus. Donc, je vous le disais un peu plus tôt, il y a de l'opportunité dans tout, de nouveau politique comme dans la pandémie présentement. Et puis, le réseau s'est rapidement réorganisé pour être capable de donner le meilleur service aux entreprises qui étaient prêtes à revenir sur le marché de l'exportation, sur le marché américain. Ce qui n'a pas vraiment arrêté pour très, très longtemps. Comme je vous dis, notre relation commerciale est résiliente. Les équipes sur le terrain sont agiles. Et puis, on a trouvé une façon, ou on trouve une façon de travailler pour aider les entreprises présentement dans le climat actuel. OK. Mais, c'est que Jean-François, d'après toi, là, ce soir, là, le débat. Oui. C'est que ça va être bien important, mais je ne pense pas qu'il y a des choses qui vont affecter le Canada ou le Québec directement dans le débat ce soir, mais comment vous voyez ça là, du point de vue l'intérêt des Américains pour ce qui se passe au niveau des accords commerciaux, des international trade, tout ça. Ce n'est pas tellement une préoccupation des Américains. Non, je dirais malheureusement pour ceux qui mangent de la politique commerciale ou de la politique économique au jour le jour, ou de ce côté-ci de la frontière, on gagne rarement une élection, on fait rarement campagne sur un enjeu d'affaires étrangères ou encore un enjeu de politique commerciale, à moins que ce soit pour taper sur un clou de discorde, je dirais. Donc, de façon locale, si on était au Wisconsin, on l'a vu, effectivement, l'enjeu du lait était toujours pointé que le Canada du doigt de façon générale, indirectement Québec, quand même, on est un des plus grands producteurs, là, mais était payant. Mais au niveau de la rhétorique, je ne pense pas que ces enjeux-là vont prendre le haut du pavé. Il faut dire quand même qu'au niveau politique étrangère, la question de l'interférence dans l'élection politique demeure une question de préoccupation, pas juste du côté de la Russie, mais aussi de la Chine. On a vu, dépendamment des intérêts
les Russes préféreraient peut-être une victoire de Trump, la Chine préférerait peut-être une victoire Biden. On voit qu'il y a quand même une véritable menace à l'interférence ou à l'ingérence. Puis c'est dans ce contexte-là aussi qu'on doit manœuvrer présentement, Tom, je dirais, la difficulté ou le challenge qu'on a de la façon sous-nationale. C'est d'être capable de continuer dans un climat où les Américains, autant au niveau commercial qu'au niveau politique, souhaitent avoir le moins d'interférences dans leurs affaires possible, mais leur montrer qu'on fait partie justement de cette prospérité-là commune qu'ils souhaitent développer. Là. Et puis, c'est là que je dis, dans un climat où le vote est déjà très polarisé, il n'y a pas beaucoup d'indécis présentement, les sondages ne bougent pas beaucoup. Le climat est très tendu. Je me demande à quel point le débat de ce soir va faire bouger l'aiguille électorale. Il faut dire qu'il y a plusieurs endroits ou plusieurs États clés qui sont encore dans des marges d'erreur pratiquement d'intention de vote. Des États qui ont été gagnés par Trump de façon importante à la dernière élection. Mais on regardait les chiffres sur la Floride. Dernièrement où l'avance de Trump s'est effacée. Le dernier chiffre que j'ai vu était à 0,8. Donc, ça va être intéressant à surveiller, surtout dans ce que c'est notre politique ou les enjeux commerciaux, comment ils résonnent aussi dans ces États-là. Biden il insiste beaucoup sur le Buy America. Ouais. Ça vous inquiète? C'est que vraiment, là, est-ce que ça vous inquiète en venant de Joe Biden? Je ne sais pas si... moi, en tout cas, c'est sûr que ça m'inquiète. Je pense, puis on en a parlé légèrement plus tôt, mais plusieurs initiatives présentement au Congrès, puis notamment des démocrates, pour resserrer les méthodes de calcul Buy America, pour s'assurer qu'il y a encore une plus grande partie de cette activité manufacturière-là qui soit faite aux États-Unis. Puis ça, je pense que c'est inquiétant parce qu'on a beaucoup de fournisseurs dans le secteur des transports au Québec qui sont habitués aux anciennes restrictions, puis ils composent avec, là, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, mais là, si on les resserre encore, à un moment donné, on rentre dans une zone où ça devient extrêmement difficile pour les entreprises. Puis ça fait partie du travail de préparation qu'on est en train de faire parce que ça, peu importe qui va gagner, et je pense que on s'en va sur ces questions-là. On va en discuter. Le FAST Act devait prendre fin le 30 septembre, va être renouvelé temporairement pour une année. Dans la prochaine année, on va discuter de ces questions-là. Puis ça fait partie de la préparation qu'on fait. Discuter avec les principales entreprises québécoises qui pourraient être touchées, comprendre concrètement comment fonctionne leur chaîne d'approvisionnement, les pourcentages de leurs biens qui sont exportés, qui viennent du Canada, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux, pour ensuite pouvoir agir pour que, j'allais dire, minimiser les dommages. En fait, essayer qu'il n'y ait pas de dommages, hein? Puis s'il y en a, les minimiser. Donc, moi, j'ai une certaine inquiétude là-dessus, pas à cause de M. Biden, parce qu'en fait, peu importe qui va l'emporter, tant dans les différentes courses au Congrès qu'à la présidentielle, j'ai l'impression ça va être un écueil qu'on aura puis qui semble un peu inévitable à affronter. C'est que on ne peut pas traverser la frontière maintenant. Les hommes d'affaires, ils sont très frustrés. Là, ils ne peuvent pas faire du développement d'affaires aux États-Unis, parler avec le personnel aux États-Unis s'ils en ont sur le territoire. Là, c'est que c'est un énorme entrave à la commerce. Même par rapport, même si les biens peuvent traverser. On peut exporter aux États-Unis, mais on ne peut pas exporter nos idées. On ne peut pas exporter une relation d'affaires. C'est que, comment vous voyez ça là, au niveau d'avoir un plan pour commencer à réduire ces restrictions-là? C'est que ça risque d'aller jusqu'au printemps, de manière qu'on y va. Là, comment vous voyez ça au gouvernement, là, du point de vue d'avoir un plan pour de peut-être comment minimiser, pas minimiser, mais how to lessen these restrictions, to help business go on. Jean-François, peut-être une perspective là-dessus. Là? Oui, justement, sur la question faire un peu de minage sur la dernière question, puis
je transiterai Oui. qui est un élément de réponse à la question que tu poses, Tom. On a travaillé, si l'administration Biden est élue, puis au niveau des mesures protectionnistes ou des mesures Buy America, je pense qu'il faut travailler de façon importante aussi avec les caucus régionaux, avec les gens qui sont des alliés, justement, qui comprennent l'importance ou la dynamique de la frontière. Puis, entre autres, le Border Caucus, les gens, les élus qui sont justement sur le bord de la frontière pour illustrer l'importance de cette intégration économique-là. Donc, on a beaucoup d'élus démocrates qui comprennent bien la dynamique transfrontalière, qui comprennent très bien l'enjeu, l'importance de cette intégration économique-là. Donc, oui, pour des raisons électorales ou une lecture des fois pas complète de la situation, des mesures protectionnistes type Buy America peuvent surgir, mais quand on leur montre de façon très claire l'impact dans leur district, ça peut avoir sur le produit final ou encore sur les emplois, les gens nous écoutent ou les gens sont prêts à avoir une discussion avec nous de façon générale. Puis je dirais sur la question de la frontière, mais effectivement, c'est une question qu'on entend très bien. Pendant que j'étais encore au ministère avec Catherine Luby, on a travaillé justement sur cette question-là pour monitorer des cas qui sont vraiment, pour avoir des vrais exemples de situations de gens de la communauté d'affaires qui pouvaient avoir des problèmes. On ramasse ces situations-là qui sont problématiques, on les partage avec l'ambassade canadienne de notre côté. Mais je pense qu'on convient tous aussi que la reprise ou la pleine reprise des activités économiques passe aussi par une gestion sécuritaire de la situation sanitaire aussi. Personne ne veut retourner dans un shutdown, ou personne ne veut retourner dans une situation où le milieu manufacturier a dû complètement arrêter ses opérations comme on a vécu. Donc, la réouverture de la frontière va devoir se faire avec prudence. Je pense que la voix de la communauté des affaires est très bien entendue, tant par le gouvernement du Québec que par les autorités fédérales. Nous, de notre côté, c'est un message. On a des rencontres régulières avec l'ambassade. On leur partage les cas qui sont problématiques aussi. Et on continue à faire ce relais d'informations-là parce qu'on sait qu'il y a des projets d'investissement qui restent beaucoup plus problématiques ou qui sont qui peuvent être mis sur la glace à cause de ça. Des visites de sites présentement, voir des gens qui veulent venir vraiment de façon pratico-pratique rencontrer, voir à quoi ressemblera l'environnement d'affaires s'ils font des investissements ici. On sait que c'est important. Donc, ça fait partie des sujets qui sont régulièrement abordés avec l'ambassade. OK. Moi, j'allais ajouter à ça, puis pour ajouter à ce que Jean-François a dit, c'est pas évident non plus, juste du point de vue de trouver l'équilibre, ne serait-ce que dans la situation actuelle où on est comme gouvernement du Québec, où on ressent les restrictions dans plusieurs régions. C'est clair que ça a des impacts importants sur les entreprises. Puis on est bien placé au ministère de l'Économie quand il y a eu le confinement général en mars. C'est nous, puis j'avais des gens de mon équipe qui étaient mobilisés là-dessus sur déterminer, est-ce que telle entreprise est essentielle ou pas, puis va pouvoir rester ouverte. Je parle des mesures du Québec, là, pas celles à la frontière. Et c'est des décisions déchirantes parfois, puis honnêtement, même une personne de bonne foi qui veut prendre la meilleure décision pour l'ensemble des citoyens puis tenir compte des sanctions économiques, je peux vous dire qu'il y a eu des débats internes extrêmement vigoureux sur ces questions-là. J'ose juste imaginer ce que ça peut être quand on parle de mouvement à la frontière. Puis il faut se rappeler au début que c'était une des causes importantes. Le gouvernement du Québec a demandé rapidement à ce qu'il y ait un meilleur contrôle, à la frontière, puis aussi dans les aéroports. Donc, je trouve que c'est une question délicate où l'équilibre est difficile à trouver. Mais comme Jean-François l'a dit, je pense qu'on comprend bien ces préoccupations-là qui sont exprimées. OK, on arrive vers la fin, là, messieurs. Mais je vais inviter les gens au début de poser des questions lors des discussions. Il y en a eu quelques-unes. Si quelqu'un dans l'audience, ils ont une question qui vous l'a bien posée, là, c'est qu'on est là pour ça. On peut rester pour quelques minutes encore. Donc, je vais attendre quelques minutes encore avant de
demander à Michel Belvert de revenir pour remercier tout ça, mais vraiment, là, des gens, là, si vous avez une question là, que vous voulez poser, posez-le. Okay, on va, ne seulement pas vous donner le résultat de l'élection 3 novembre. Ouais, c'est ça. Look out for sparks tonight. Les flamèches ce soir. Pour les prochaines semaines aussi. Hein, quelqu'un m'a dit, un Américain, un ami, là, un collègue, il dit, "This is Donald Trump's last stand." Là, avec les sondages qui sont tellement contre lui maintenant. Là. Mais il y a des gens, on dit que j'attends des questions là, des gens, mais quand même, on peut continuer la discussion. Là. Mais ils disent, là, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire, même à des sondeurs, là, qui vont voter pour Donald Trump. Ça pourrait être un effet sur l'élection. Ça a eu lieu cet effet-là en 2016. Oui. Mais ça a l'air que les sondeurs, les maisons de sondage, ils ont fait beaucoup de changements au niveau de leur technique d'interviewer pour être capable de déceler des gens qui, par d'autres questions, ils sont fondamentalement pro-Trump et ils disent qu'ils ne voteront pas pour Donald Trump. C'est capable d'identifier ces gens-là. Most likely to vote for Donald Trump in the end après la discussion. Ouais. Donc, on verra l'impact de ces mesures-là de correction. Exactement. Donc, Michel, c'est que je remets la parole là, pour clôturer tout ça. Là. Je pense que c'était bien intéressant. C'était excessivement intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Jean-François et Frédéric, pour cet échange qui fut très informatif. Je pense que vous avez éclairé beaucoup sur les enjeux. Comme franco-américain et québécois, je pense que je vais voir le débat de ce soir d'un autre œil aussi. Il y a certaines causes aux États-Unis qui vont peut-être attirer un peu plus mon attention dans les prochaines semaines. Alors, un gros merci pour cette participation et votre collaboration aussi avec AmCham Québec. Je pense que ce n'est qu'un début, comme disait une chanson assez populaire au Québec. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier tous les gens qui ont assisté à cette réunion et vous inviter aux prochaines webinaires qui s'en viennent. Le 20 octobre, nous allons avoir la chance d'avoir Philippe Huneau, délégué du Québec à Los Angeles, ainsi que Martine Hébert, délégué du Québec à Chicago. Le 12 novembre, nous allons avoir la chance d'avoir Marie-Claude Francaire, déléguée du Québec en Nouvelle-Angleterre. Et le 8 décembre, nous allons avoir Caroline Davoine, directrice du Bureau du Québec à Houston. Des invitations vous seront envoyées. Alors, surveillez notre page web, surveillez notre LinkedIn, notre Facebook et tout. Et des invitations vont vous être envoyées. Et encore une fois, merci au ministère des Relations internationales pour ce partenariat avec AmCham Québec qui nous permet, au fond, de mieux comprendre l'Amérique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, AmCham Québec. Au revoir.